Du Bukavu. Tient envers l'action des Nations Unies dans la région, celle de l'envoyé spécial du secrétaire général et de la MONUSCO, ainsi que celle des acteurs humanitaires. À cet égard, je remercie Monsieur l'envoyé spécial, Monsieur Huang Xia, et Madame la directrice exécutive de l'UNICEF, Madame Catherine Russell, pour leurs interventions et surtout pour leur action. Je remercie Monsieur le ministre Tete Antonio pour les éléments livrés au titre de la présidence angolaise de l'Union africaine, et je salue la présence de Madame la ministre d'État de la République démocratique du Congo. 4 messages pour la France aujourd'hui. Premièrement, les horreurs que subissent trop d'enfants en témoignent. La situation humanitaire nous exhorte à l'action. Comme l'a relevé Madame Russell, la poursuite du conflit ravage l'existence de centaines de milliers d'enfants dans l'est de la République démocratique du Congo. Documentée par l'UNICEF, l'ampleur des viols et violences sexuelles touchant les enfants est choquante. La situation est aggravée par l'offensive conduite depuis janvier par le M23, avec le soutien et la participation des forces rwandaises de défense. Les hostilités doivent prendre fin pour que cessent les violations du droit international humanitaire, des droits de l'homme, ainsi que les exécutions sommaires d'enfants, leur recrutement par les groupes armés, les violences sexuelles systématiques et toutes les autres violations graves des droits des enfants qui ne doivent pas rester impunis. Deuxièmement, comme le commande la résolution 2773, la conclusion d'un cessez-le-feu est impérative. En dépit des nombreux efforts engagés, les combats se poursuivent, alimentant le risque d'expansion régionale du conflit. Les communautés d'Afrique australe et orientale ont rappelé la nécessité d'un cessez-le-feu lors d'un appel conjoint dès le 8 février. Le Conseil de sécurité l'a réaffirmé à l'unanimité dans la résolution 2773. Les présidents congolais et rwandais ont déclaré à Doha le mois dernier y être engagés. Il n'y a aucune raison d'attendre plus longtemps. Une fois conclu, le cessez-le-feu devrait être contrôlé au moyen d'un mécanisme de vérification crédible. La MONUSCO doit se préparer à jouer un rôle sur ce plan. Nous continuons par ailleurs d'appeler le Rwanda à mettre un terme à la présence illégale de ses forces armées sur le territoire d'un autre État souverain, en violation de son intégrité territoriale et au mépris des résolutions de ce Conseil. Troisièmement, face à l'urgence, la France soutient les initiatives de dialogue. Elle soutient en particulier les processus de médiation régionaux portés par l'Union africaine, la Communauté d'Afrique de l'Est et la Communauté de développement de l'Afrique australe. Ces organisations ont un rôle primordial pour contribuer à l'arrêt des hostilités, à la désescalade de la crise et pour trouver une solution politique via les processus de Luanda et de Nairobi harmonisés. La nomination du président Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, comme nouveau médiateur de l'Union africaine, doit permettre de poursuivre la dynamique amorcée par le président João Lourenço, dont la France salue l'engagement. Il faut mettre en œuvre les paramètres agréés concernant le retrait immédiat et définitif des forces rwandaises de défense du territoire congolais et la démobilisation des FDLR par la République démocratique du Congo. Les initiatives de dialogue portées par la société civile nous semblent primordiales, à l'instar de celles portées par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ du Congo pour un pacte social pour la paix en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. La France soutient enfin activement l'action de l'envoyé spécial pour favoriser la coopération régionale, notamment la traçabilité des ressources naturelles. Quatrièmement, la convergence de tous les efforts est une nécessité. Il faut unir tous ces efforts pour parvenir à des progrès concrets en vue d'une résolution politique durable du conflit dans les meilleurs délais. La France a engagé la semaine dernière, sous sa présidence du Conseil, des discussions informelles avec l'Angola, le Kenya, le Zimbabwe, le Qatar et les Nations Unies, afin d'œuvrer à la cohérence et à la coordination des initiatives. Il convient d'agir pour la conclusion de ce cessez-le-feu effectif que nous attendons, pour l'ouverture de corridors humanitaires, pour la remise en état de fonctionnement de l'aéroport de Goma et pour la pleine mise en œuvre de la résolution 2773. Il n'existe pas de solution militaire au conflit des Grands Lacs. Les négociations doivent aboutir, permettant de répondre aux défis de cette crise et d'aller vers la paix et une prospérité partagée dans la région. Le Conseil doit maintenir une mobilisation active pour créer les conditions favorables à cette fin.
il doit se tenir prêt à assumer ses responsabilités en l'absence de progrès. Je vous remercie et reprends mes fonctions de président du Conseil. Je donne à présent la parole à son Excellence, Madame Thérèse Kayigwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Merci. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, permettez-moi au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo de féliciter la France pour sa présidence du Conseil ce mois d'avril et de remercier sa délégation pour l'organisation de cette réunion ainsi que pour le dialogue interactif tenu la semaine dernière. Je salue ici aussi la présence de mon frère, son Excellence Monsieur Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de l'Angola et président du Conseil exécutif de l'Union africaine, ainsi que la présence de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs et de la directrice exécutive de l'UNICEF et des représentants des pays membres de la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente, l'inertie et la poursuite des violences. Sur le terrain, rien n'a changé. Les violations persistent, les tensions s'aggravent et la paix demeure hors de portée. Le dernier rapport du secrétaire général est sans équivoque. Les aéroports de Goma et de Bukavu restent sous le contrôle effectif du M23 et des RDF. Dans les zones occupées, les exécutions sommaires, enlèvements, enrôlements forcés et atteintes aux droits fondamentaux se multiplient. Une dérive plus grave encore s'installe, l'imposition d'un ordre politico-juridique parallèle fondé sur la force au mépris de l'autorité souveraine de l'État congolais. À cette dynamique de prédation politique et militaire s'ajoute une autre urgence tout aussi tragique, la crise humanitaire. Comme l'a souligné le secrétaire général dans son rapport, ainsi que la directrice exécutive de l'UNICEF, elle a atteint un seuil critique. Plus d'1,5 million de nouveaux déplacés, des zones entières inaccessibles et une intensification des attaques contre les camps de déplacés et les centres de soins. Parallèlement, les coupes budgétaires imposées aux agences humanitaires du système des Nations Unies compromettent gravement les capacités d'intervention. Les besoins explosent, les ressources s'effondrent et l'espoir s'efface. C'est un appel solennel que nous lançons à la communauté internationale. L'urgence humanitaire en République démocratique du Congo ne peut plus attendre. Il en va de notre devoir moral, mais aussi de la stabilité régionale. Les flux de réfugiés vers les pays voisins fragilisent les écosystèmes sociaux déjà précaires et nous devons le dire avec lucidité. Le retour des déplacés et des réfugiés dans un contexte d'occupation prolongée et de tentatives de repopulation imposée est une question hautement sensible. Elle touche à la cohésion sociale et à la mémoire des territoires. Mal gérée, elle deviendra un terreau fertile pour des conflits futurs. Mr. President, the adoption of... Monsieur le Président, l'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité marque un tournant. Et pourtant, la situation sur le terrain n'a pas changé. La coalition RDF M23 continue ses violations comme si la volonté du Conseil ne s'était jamais exprimée, comme si la résolution était vouée à rester lettre morte. Nous ne sommes pas du même avis. Cette résolution est un instrument vivant, voué à protéger des vies, à restaurer la légalité, à préserver la paix. Des millions de vies dans l'est de la RDC attendent toujours sa mise en œuvre intégrale. Dans ce contexte, l'élan régional doit être renforcé et placé sous le signe de l'unité. Nous nous félicitons des efforts inlassables du président João Lourenço, le facilitateur désigné par l'Union africaine, dont le travail sans relâche a aidé à préserver le dialogue politique malgré de nombreuses impasses. Nous nous félicitons également de la désignation toute récente du président Faure Essozima Gnassingbé de la République du Togo en tant que nouveau facilitateur. La République démocratique du Congo soutient pleinement cette transition qui marque un engagement renouvelé à promouvoir ce processus au plus haut niveau politique. En parallèle, nous voudrions remercier les maires du Qatar de ces efforts inlassables pour soutenir les efforts régionaux. En parallèle, nous nous félicitons des efforts menés par la CAE et la SADC conjointement.
notamment grâce au sommet virtuel qui a eu lieu le 8 mars 2025. Ces initiatives régionales sont précieuses, mais elles doivent maintenant être rationalisées et structurées autour du processus singulier mené par la médiation de l'Union africaine. Seule une coordination centralisée, appuyée par un leadership africain fort et reconnu, permettra de ne pas diluer les efforts déployés et contribuera à la crédibilité de l'engagement régional. Cela nécessite également un soutien international cohérent. Le bureau de l'envoyé spécial de l'ONU pour la région de Grand Lac ne peut plus se limiter à un seul instrument. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération de 2013. Ces limites sont désormais bien connues. C'est quelque chose qui doit être reconfiguré avec un mandat clair, ancré, non pas dans un seul accord, mais dans les réalités du terrain. Son rôle est essentiel. Anticiper les crises, soutenir la médiation africaine et assurer un alignement entre l'initiative régionale et la riposte internationale. L'ampleur des défis sécuritaires, des menaces transfrontalières, l'effondrement des mécanismes de confiance, le fait que l'impunité soit bien trop ancrée, tout cela nécessite un bureau pleinement opérationnel, légitime, renforcé. Mais nous devons également le dire clairement, aucune des décisions émanant des processus régionaux n'a été mise en œuvre. Ce n'est pas simplement une question de faiblesse institutionnelle. Cela reflète un refus répété de tenir les engagements. Et ce, sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Monsieur le Président, l'application de la résolution 2773 ne s'est que trop fait attendre. Le M23 et ceux qui le soutiennent doivent, dès maintenant, respecter l'autorité de ce Conseil. En se retirant de manière immédiate, pleine et inconditionnelle du territoire congolais. Cesser toute obstruction aux opérations humanitaires et ne pas empêcher la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Cesser toutes les attaques contre les civils, les camps de personnes déplacées, les hôpitaux et les écoles. Ces mesures sont parfaitement claires, mais elles resteront inefficaces sans mécanisme de vérification clair. Comme le souligne le secrétaire général dans son rapport, les violations perdurent en toute impunité. Et les mécanismes de vérification régionaux soulignés dans le processus de Luanda se sont révélés inefficaces, largement, en majeure partie à cause de la non-participation de certains États. La RDC propose l'établissement d'un mécanisme de surveillance renforcé, ancré dans les structures existantes du Conseil, du groupe d'experts, au titre du régime de sanctions 1533, travaillant en coordination avec la MONUSCO et l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, pourrait se voir chargé de produire des rapports réguliers et vérifiables basés sur des indicateurs clairs, rapports qui seraient officiellement transmis au Conseil et au comité de sanctions. Un tel mécanisme donnerait davantage de valeur et d'efficacité à la résolution, viendrait la rendre plus efficace et donnerait au Conseil un outil concret pour assurer la responsabilité de chacun. Une surveillance sur le terrain, notamment pour les cessez-le-feu et pour ce qui concerne la mise en œuvre des résolutions du Conseil, est au cœur du maintien de la paix des Nations Unies. La MONUSCO, dans ce contexte, est l'outil le plus approprié, le plus capable du Conseil sur le terrain, pouvant s'assurer de la mise en œuvre des résolutions du Conseil sur le terrain. Nous condamnons fermement les tentatives répétées, infondées et indignes de s'attaquer à la légitimité de l'ONU, de ses missions, à son leadership. Il s'agit d'attaques soutenues par le Rwanda. Ce deux poids, deux mesures est inadmissible. Un État ne peut pas, d'une part, être un pays fournisseur de contingents aux opérations de paix, bénéficier de la désignation d'un représentant spécial, le secrétaire général, et en même temps mener des campagnes de diffamation contre les Nations Unies tout en profitant de sa légitimité pour préserver son appareil militaire et pour sauver ce qui reste de son réputation internationale. Résolution 2773, certains acteurs se sont déjà mobilisés en imposant des sanctions ciblées contre le Rwanda et le M23. Cela mérite d'être salué. Une décision du Conseil ne peut rester sans suite, en particulier lorsqu'elle est ouvertement violée par un État qui contribue pourtant aux opérations de maintien de la paix. Fort de ces mesures, le Conseil doit désormais faire respecter sa propre décision. L'expérience le montre. Les sanctions ciblées et la pression politique fonctionnent. Elles modifient les rapports de force, réduisent les soutiens extérieurs et favorisent les ajustements de posture. Il est temps de les intégrer dans une réponse multilatérale structurée. Et demander des comptes ne devrait pas valoir une menace. Personne ne devrait être envoyé en enfer pour avoir défendu la Charte des Nations Unies. La République démocratique du Congo recommande ainsi de constater formellement le non-respect de la résolution 2773 par le Rwanda, de mettre en place un mécanisme de suivi assorti de mesures coercitives progressives,
de sanctionner la chaîne de commandement des RDF et des décideurs politiques responsables, de révoquer le statut du Rwanda comme pays contributeur de troupes, d'imposer un embargo sur les minerais rwandais issus de l'exploitation illégale en RDC et d'instaurer un régime de notification obligatoire sur les transferts d'armes à destination du Rwanda. Ces mesures sont fondées dans les faits, le droit et le mandat même du Conseil de sécurité. Sans ce fait palpable, il est fort évident que le Rwanda et le M23 puissent entraîner la perte totale de l'autorité de ce Conseil, non seulement aux yeux des populations congolaises meurtries depuis 3 décennies, mais aussi aux yeux de toutes les nations du monde qui croient encore à la mission universelle de ce Conseil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, alors que ce Conseil délibère, les populations de Goma, de Bukavu, et de l'Est de la République démocratique du Congo en général subissent chaque jour les conséquences de l'inaction. Elles ne sont pas oubliées, leur souffrance est visible, leur résilience force le respect, leur dignité demeure intacte et notre unité nationale inébranlable. Avant que l'espoir soit ravivé par la résolution 2773 ne s'éteigne, la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à décider sans délai des organes chargés de son exécution, évaluer clairement les conséquences de non-respect, y compris par des sanctions ciblées, et mettre en place un mécanisme de suivi garantissant la redevabilité et la cohérence de la réponse internationale. Alors que ce Conseil délibère, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo continuent de subir les conséquences de l'inaction. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je souhaite conclure cette intervention sur une note de mémoire. Avril est un mois de recueillement, celui où nous commémorons le génocide rwandais, le génocide contre les Tutsis. Ce drame a, à juste titre, marqué la conscience mondiale. Mais il a aussi déclenché une autre tragédie, plus longue et souvent tue, celle du peuple congolais. Depuis 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo subit les répliques de cette horreur initiale. Il a absorbé, seul, le choc d'une instabilité régionale née de la fuite des génocidaires, de la prolifération des groupes armés et d'une logique de représailles sans fin. Cette situation trouve son origine dans les décisions, entre autres prises en 1994 par la communauté internationale, sous l'impulsion du Conseil de sécurité, à travers notamment la résolution 918, qui a encouragé les autorités zaïroises d'alors à ouvrir leurs frontières pour accueillir les réfugiés rwandais. Ces décisions, prises sous la pression de l'urgence humanitaire, ont eu pour effet d'importer le conflit, permettant à des responsables du génocide de se retrancher à l'intérieur de notre territoire. Depuis lors, la République démocratique du Congo est caractérisée par des cycles récurrents de violence et d'ingérence violente, initialement justifiés par des préoccupations sécuritaires, mais éventuellement motivés par des gains économiques et l'exploitation de nos ressources. Nous, Congolais, appelons cette tragédie un génocide, un génocide motivé par la quête de profit à travers l'anéantissement des populations vivantes sur des richesses convoitées. Un projet de terreur et d'effacement humain, toujours à l'œuvre dans nos régions les plus riches, sous des prétextes sécuritaires détournés. Sortir de ce cycle exige plus que des résolutions. Il faut reconnaître l'humanité et la souffrance de l'autre, même lorsque les récits divergent. C'est dans cet esprit que nous affirmons. Les FDLR n'ont pas vocation à rester en République démocratique du Congo. Ils doivent rentrer au Rwanda. Leur présence alimente un prétexte commode à des interventions injustifiables. Et le Rwanda doit reconnaître cette réalité comme une part de son propre héritage. Il est temps de refermer cette parenthèse, de cesser définitivement de recycler les FDLR comme l'a documenté le groupe d'experts des Nations Unies. Nous le disons aussi sans ambiguïté. La République démocratique du Congo, en République démocratique du Congo, aucune communauté n'est persécutée sur des bases ethniques. Les allégations de ciblage sont fausses, fabriquées pour justifier des violations graves du droit international. Enfin, nous rappelons une autre tragédie de la région des Grands Lacs, trop longtemps restée dans l'ombre. Le génocide des Hutus au Burundi en 1994. Perpétré dans le silence, il a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils. Nous saluons la démarche du Burundi auprès des Nations Unies pour en obtenir la reconnaissance. La République démocratique du Congo soutient pleinement cette initiative, au nom d'une mémoire équitable et réconciliatrice. Si nous voulons qu'avril devienne un mois de mémoire partagée et non instrumentalisée,
nous devons tous, État, peuple et institutions, oser regarder l'histoire dans toute sa complexité, sans hiérarchiser les douleurs, sans manipuler les morts. Je vous remercie. Je remercie Madame la ministre d'État pour sa déclaration et je donne maintenant la parole à Monsieur le représentant du Rwanda. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier l'envoyé spécial, M. Chier, pour son exposé très complet et pour ses efforts. Nous remercions également la directrice exécutive de l'UNICEF. Nous remercions le ministre des Relations extérieures de l'Angola de son exposé très complet et merci aux membres du Conseil de leur attention et de leur intérêt pour ce sujet. Pour commencer, nous voulons réaffirmer notre attachement sincère à la paix et à la coopération régionale. Nous continuons d'appuyer les processus régionaux. Nous pensons qu'ils représentent la voie la plus efficace pour avancer vers la paix et la prospérité durable dans notre région. Les partenaires de la région et au-delà, tous appellent à la paix, à trouver une solution durable tenant compte des préoccupations de toutes les parties. Le Rwanda partage ce point de vue et nous sommes prêts à jouer notre rôle pour atteindre cet objectif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération a été signé en 2013. Ce fut une initiative historique, un engagement hardi, collectif à mettre fin au cycle des conflits en RDC et dans la région des Grands Lacs. L'objectif était de prendre à bras le corps les causes profondes de l'instabilité et de bâtir un sentiment de confiance mutuelle entre les États et les peuples de la région. Et pourtant, alors que 12 ans ont passé, nous nous heurtons toujours aux mêmes défis. Ceux que l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération visait à relever. Un des piliers de cet accord était le désarmement, la démobilisation et la réintégration des groupes armés. Il n'y a toujours pas eu d'avancée dans cette direction. Au contraire, nous constatons la présence continue de groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. Ils se démultiplient, représentant une menace de taille pour la région et pour la RDC elle-même. À cet égard, les FDLR restent la plus grave menace sécuritaire dans la région. Malgré l'adoption de plus de 20 résolutions au Conseil de sécurité depuis 2003. Aujourd'hui, les FDLR continuent de recruter, d'entraîner, de se rendre coupables d'atrocités, y compris des actes de violence sexuelle, de nettoyage ethnique, des tueries de masse. Et maintenant, les FDLR ont été intégrés au sein des FARDC. C'est ce qui se passe sous vos yeux, ce n'est plus un secret. C'est un fait. Nous le savons à la lecture du rapport du secrétaire général présenté à ce Conseil. Par conséquent, cette coalition entre les FARDC et les FDLR mine la stabilité régionale et l'accord cadre lui-même. Aucun pays, ni le Rwanda ni d'autres, ne devrait simplement accepter la menace existentielle que représentent de tels groupes armés. Envisager de légitimer les FDLR, ne serait-ce que tacitement, appuyer ce groupe armé, ne ferait qu'exacerber le conflit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, 12 ans après la signature de l'accord cadre, l'heure est venue de faire le point en toute sincérité
sur l'état de sa mise en œuvre. Les causes profondes du conflit, la discrimination ethnique, la prolifération de groupes armés, l'impunité n'ont pas disparu. On a consacré des ressources à essayer de les éliminer. Des résolutions ont été adoptées et pourtant nous n'avons pas beaucoup avancé. Malgré ces défis, le Rwanda reste optimiste et nous restons attachés à la pleine mise en œuvre de l'accord cadre. Nous sommes convaincus que sous la supervision du Conseil de sécurité et en coordination avec les partenaires de la région, nous pouvons briser le cycle des violences et ramener une paix pérenne dans la région des Grands Lacs. À cet égard, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le Rwanda propose les étapes suivantes visant à étayer la pleine mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. Premièrement, désarmer et neutraliser les FDLR et tous les groupes issus des FDLR. Le Conseil doit garantir la pleine application des résolutions qu'il adopte, sans accepter d'approche sélective et exiger des comptes de la part de tous ceux qui appuient les FDLR ou collaborent avec elles. Deuxièmement, condamner les incitations à la haine ou aux discriminations ethniques en RDC. Le Conseil de sécurité doit se montrer ferme face aux incitations à la haine et aux marques de xénophobie en RDC qui ne font que nourrir la violence, creuser les divisions et promouvoir la persécution des communautés congolaises Tutsi. Troisièmement, appuyer les efforts conjoints menés dans la région sous la houlette de la communauté d'Afrique de l'Est et de la SADC. Le Rwanda appelle le Conseil de sécurité à pleinement appuyer les processus en cours à l'initiative d'organisations africaines. Il représente la meilleure chance de parvenir à une paix durable dans la région. Le Rwanda se félicite également des mesures de confiance lancées par l'État du Qatar qui viennent compléter ces processus et appuyer la dynamique positive actuelle. Nous nous félicitons également de la visite récente dans la région du conseiller des États-Unis pour l'Afrique, M. Massad Boulos. Nous applaudissons l'approche pragmatique des États-Unis qui vise à prendre à bras le corps les causes profondes du conflit. Quatrièmement, renforcer le rôle de l'envoyé spécial dans la région. Nous appelons l'envoyé spécial du secrétaire général à travailler en étroite coordination avec les processus de la SADC et de la CAE. Ces bons offices devraient être en phase avec les mécanismes régionaux pour garantir un appui international unifié. Cinquièmement, nous exigeons que la RDC se montre honnête et regarde en face ses contradictions internes. Montrer du doigt le Rwanda, l'accusant d'être responsable de tous ces maux, ne réglera pas les problèmes. La RDC est devenue spécialiste de cette tactique, mais elle ne réglera pas les difficultés, mais ne fera que les masquer. J'aimerais également souligner que les violations qui se poursuivent du cessez-le-feu possible de haute lutte par une milice, la milice Wazarendo, alliée au FARDC, que le Conseil n'a toujours pas condamné, représente un manquement important au principe d'appropriation du processus, alors que la RDC relègue à une milice sa responsabilité politique. Monsieur le Président, en guise de conclusion, le Rwanda reste attaché à l'accord cadre. Nous croyons dans la promesse qu'il incarne. Et cette promesse ne sera tenue que si elle est étayée via une reddition de comptes authentique, une coordination régionale et une action politique audacieuse. Nous appelons le Conseil à appuyer avec fermeté les efforts régionaux menés par la CAE et la SADC et à faire en sorte que le mandat de l'envoyé spécial soit mis à profit avec efficacité pour appuyer et compléter ces initiatives.
militaire de Rwanda de travailler avec tous nos partenaires pour transformer la région des Grands Lacs et en faire une zone de paix, de stabilité, où plus jamais nous ne devrons souffrir la présence des groupes armés et le legs du génocide. Merci. Rwanda pour sa déclaration et je donne la parole à Monsieur le représentant permanent du Kenya.